Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire, menace de crise alimentaire au Niger, le président Bazoum s'est rendu à Tillabéri dans l'Ouest pour rassurer les populations. Enlèvement d'enfants à Zamfara au Nigeria, des dizaines d'élèves ont recouvré la liberté grâce à l'intervention des hommes armés. Les précisions à suivre. Et puis le programme alimentaire mondial suspend l'aide alimentaire au Soudan du Sud. Plus de 100 000 personnes sont concernées par la suspension. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La scène est devenue récurrente au Nigeria. Des dizaines d'élèves enlevés début septembre dans l'état de Zamfara ont été libérés. Ils ont recouvré la liberté grâce à l'intervention des hommes armés, comme le témoigne une source au sein du gouvernement local. Reportage. La libération des élèves de l'école de Kaya est intervenue ce week-end après le déclenchement d'opérations militaires contre des gangs criminels dans cet État et la coupure des télécommunications par les autorités pour les empêcher d'échanger des informations. Plus de 70 élèves et des enseignants avaient été enlevés à Kaya le 1er septembre dernier, épisode en date d'une série d'enlèvements de masse dans des écoles et des collèges perpétrés depuis le début de l'année par des hommes lourdement armés qualifiés localement de bandits. Selon des sources sécuritaires, ils ont été libérés par leurs ravisseurs en échange de la promesse de laisser passer ces derniers hors de la forêt où ils s'étaient retranchés, l'armée ayant encerclé leur camp. Les gangs criminels sévissent depuis longtemps dans les États du nord-ouest et du centre du Nigeria où ils mènent des raids violents pour piller des villages, voler du bétail et enlever des habitants pour obtenir des rançons. Ces derniers temps, ils s'en prennent tout particulièrement aux écoles et aux établissements scolaires. Plus de 1000 élèves ont ainsi été enlevés cette année au cours d'une série d'attaques. La plupart de ces apprenants ont été libérés après des négociations et certains se sont échappés, mais des dizaines d'entre eux sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Le journaliste algérien et défenseur des droits humains Hassan Bourras a été placé dimanche en détention provisoire, notamment pour apologie du terrorisme. Bourras a été inculpé d'appartenance à une organisation terroriste, apologie du terrorisme et de complot contre la sécurité de l'État visant à changer le système de gouvernance, selon l'un de ses avocats. Hassan Bourras, qui a été écroué après son audition par un juge d'instruction du tribunal de Sidi, Mohamed Alché, est également poursuivi pour utilisation de moyens techniques et médiatiques pour enrôler des individus contre l'autorité de l'État, selon maître Abdel Ghani Badi, l'avocat. Les autorités avaient arrêté le 6 septembre le journaliste et perquisitionné son domicile à El Bayad au nord-ouest pour des motifs inconnus, avait dénoncé alors la Ligue algérienne des droits de l'homme dont il est membre. Bourras avait été condamné à 1 an de prison en 2016 pour avoir insulté un juge, un membre des forces publiques et un organe gouvernemental. L'organisation de défense des droits humains Amnesty International avait alors qualifié Bourras de prisonnier d'opinion et déclaré qu'il avait été condamné pour une vidéo dénonçant la corruption de responsables locaux dans la ville d'El Bayad. Selon le Comité national pour la libération des détenus, environ 200 personnes sont en prison en lien avec le mouvement de protestation pro-démocratie Irak qui secoue le pays sporadiquement depuis 2019.
En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi veut définitivement rompre avec son prédécesseur. Le chef de l'État vient d'exiger une évaluation des projets liés au contrat sino-congolais signé en 2008 par Joseph Kabila. C'est ce que l'on a appris samedi de sources officielles. Le chef de l'État congolais a demandé au ministre des Infrastructures et Transports publics de présenter l'état des lieux de l'exécution technique et financière des projets inscrits dans le contrat dit sino-congolais et à la ministre des Mines d'en faire autant dans son secteur. Une présentation sera faite lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, a déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya à la télévision d'État. La RDC accuse un important déficit en termes d'infrastructures. C'est dans cet esprit qu'en 2008, dans le souci de capitaliser toutes les sources disponibles de financement des infrastructures, le pays avait signé le contrat sino-congolais, a affirmé le porte-parole du gouvernement. L'ex-président Joseph Kabila avait négocié en 2008 un contrat sous forme de troc colbat et cuivre contre la construction d'infrastructures avec un consortium chinois pour un montant de 9 milliards de dollars, renégocié à 6 milliards sous pression du Fonds monétaire international. À ce jour, près de 2,74 milliards ont été décaissés par la partie chinoise, pour l'essentiel sous forme d'investissement. Mi-mai, lors d'une visite dans la ville minière de Kolwezi, située au sud-est, Félix Tshisekedi avait annoncé son intention de renégocier les contrats miniers, notamment ceux conclus avec la Chine par Joseph Kabila, pour le bonheur des Congolais. Je le disais en titre, au Niger, la menace d'une crise alimentaire s'ajoute à la peur des attaques djihadistes. Au nombre des zones les plus touchées figure la région de Tillabéri dans l'ouest. Le président Mohamed Bazoum s'y est rendu. Les détails. Les terroristes ont tué nos maris, ils ont brûlé nos vivres, ils ont emporté notre bétail. Comme de nombreux habitants de Lanzuru, dans l'ouest du Niger, le quotidien de Maïmouna Moukaïla est rythmé par des attaques djihadistes meurtrières qui font désormais planer la menace d'une crise alimentaire. Lanzuru, composé d'une 50aine de villages et hameaux, fait partie de l'immense et instable région de Tillabéri, 100 000 km², riveraine de la zone des trois frontières Niger, Burkina Faso et Mali, qui est le théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces derniers mois, les attaques souvent perpétrées par des assaillants à moto se sont intensifiées contre les civils de cette zone aux vallées très boisées. Les vols, pillages, incendies de greniers et céréales, assassinats ciblés persistent. En mars, les autorités ont réinstallé 12 000 habitants qui avaient fui à Tillabéri, la capitale régionale, après une série d'attaques et d'ultimatums lancés par des groupes djihadistes. Des soldats lourdement armés ont depuis été déployés pour veiller sur les habitants, mais la vie est loin d'avoir repris son cours normal, ont constaté des journalistes sur place. Mauvaise nouvelle pour les déplacés au Soudan du Sud. Le Programme alimentaire mondial a annoncé ce lundi qu'il était contraint de suspendre l'aide alimentaire à plus de 100 000 personnes. La durée de la suspension court d'octobre à janvier 2022. Les détails. Au total, 106 000 personnes sont concernées, a précisé le Programme alimentaire mondial, affirmant avoir besoin de 154 millions de dollars pour éviter de nouvelles coupes d'aide. Les temps difficiles appellent des mesures drastiques. Nous sommes obligés de prendre des décisions douloureuses et d'étirer nos ressources limitées pour répondre aux besoins critiques des personnes au bord de la famine, a déclaré le directeur de l'institution dans le pays. Si les niveaux de financement continuent de baisser, nous n'aurons peut-être pas d'autre choix que de procéder à de nouvelles coupes alors que les besoins des communautés vulnérables continuent de dépasser les ressources disponibles, a-t-il déclaré. Cette annonce intervient peu de temps après que l'Agence humanitaire des Nations Unies a signalé que 380 000 personnes avaient été touchées par de fortes inondations qui ont frappé des terres agricoles, submergé des maisons et déplacé des familles dans ce pays parmi les plus pauvres du monde. Depuis qu'il a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, le plus jeune pays du monde est en proie à une crise économique et politique chronique et peine à se remettre de la guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018.
Et puis au Soudan, les militaires s'engageaient il y a 2 ans à remettre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui encore, les premiers ont toujours la haute main, tandis que les seconds peinent à organiser la transition. Note des experts. En août 2019, les généraux soudanais signaient un accord historique avec les factions politiques à la pointe du mouvement populaire qui venait de renverser l'autocrate Omar al-Béchir, après 30 ans d'un règne sans partage. Ils décidaient ensemble d'une transition prévue pour 3 ans et finalement allongée en octobre après un accord de paix entre le gouvernement et une coalition de groupes rebelles. L'armée devait partager les pouvoirs régaliens jusqu'à ce qu'un gouvernement civil et un parlement mènent la transition à son terme. Les dissensions internes rongent les forces pour la liberté et le changement, moteur de la révolution populaire. Surtout, le gouvernement de transition emmené par Abdallah Hamdok a vu sa popularité fondre à mesure qu'il annonçait des réformes économiques et ne faisait pas avancer devant la justice la cause des familles des victimes de l'ère Béchir. Selon Jonas Honner de l'International Crisis Group, les forces de sécurité comme les partis politiques historiques qui redoutent de perdre leurs prérogatives actuelles bloquent cette réforme cruciale. De ce fait, l'armée tient toujours l'économie, la gestion de la paix avec les groupes rebelles et surtout la politique étrangère. C'est elle qui a ainsi signé en janvier un accord portant sur la normalisation des relations avec Israël, décidé en 2020. Mais pour Magdi El Ghizouli, chercheur au Rift Valley Institute, c'est acté. La politique étrangère du Soudan post-Béchir a été redessinée par l'armée et cela s'est traduit par des liens plus étroits avec les États-Unis, parrain des accords d'Abraham qui ont vu plusieurs pays arabes reconnaître Israël. Une source militaire l'avoue à l'AFP sous le couvert de l'anonymat. Impliquer les civils dans les affaires de l'armée est une question extrêmement sensible. Pour cela, poursuit cette source, les appels à la réforme des civils continueront à essuyer de la résistance, même si de nouveaux gouvernements occidentaux, dont Washington, s'en sont fait l'écho. Et c'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur CIK TV.